toujours la vérité. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Ben, c'était pareil. Ce que Freud nous rappelle, que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. Do you know Jacques Lacan? Many people, and I am one of them, consider him to be the greatest psychoanalyst since Freud. As for myself, it was here in Venice in the early 70s that I understood for the first time who he was. At the age of 20, my elder brother, Jacques-Alain, had become Lacan's most loyal student after he married Lacan's daughter, Judith, in 1966. We went together on holiday as a family. One day, finding a church we'd hoped to visit was closed, Lacan banged on the door so insistently that he finally roused the deacon. I do not know what Lacan whispered in his ear, but the deacon immediately opened his church and made a point of giving us the grand tour. I thought how amazing this Lacan is, able to open doors that have every reason in the world to remain closed. Should I admit at that time, my knowledge of Lacan was limited. I knew he had been born with dysentery in 1901 in a middle-class Catholic family. I knew he was a psychiatrist by training, and that his doctoral memoir had caused a sensation in 1932, eliciting the curiosity of the surrealists in particular. Lastly, I knew he was the most original of the psychoanalysts. Although I had only a vague idea of what went on in his weekly seminars, I knew they attracted crowds of listeners. And yes, because I was often a guest at his country home, I also knew that he was the brother-in-law of painter André Masson and on friendly terms with Balthus, Giacometti and Picasso. I had seen with my own eyes that he had purchased one of the most brazen works in the history of painting, Courbet's Origin of the World. Since then, of course, having become a psychoanalyst myself, I have learned much more about him. But 40 years after my holiday in Venice, my impression remained the same. Lacan was an absolutely amazing person. In fact, I am making this film today because I want to let as many people as possible know about him. This being said, Lacan was already famous while he was alive, and today, with thousands of Lacanians all over the world, he is more famous than ever. Some of his followers were not even born at the time of his death in September 81. The little group publishing The Devil Eventually, one of the most inventive journals, is among that number. Pour moi, dans l'imaginaire et dans l'iconographie, il a un côté 70s avec son cigare tordu, ses cols Mao, etc. Mais il est d'une actualité, je dirais, imputrescible parce que justement, il est sulfureux, parce que c'est un personnage qui prend des risques, qui va contre lui-même. Et c'est en ça qu'il fait preuve d'un courage et nous met au défi. Il y a quelque chose dans la figure de Lacan qui interroge le désir de chacun. Sa personne, son style, son désir, l'extrême singularité qui l'anime, interroge chacun. Et il m'a semblé à cet égard qu'au fond, Lacan était le diable. Pas le diable au sens où on l'entendrait comme le méchant. Il fait, lui, cette référence au diable amoureux de Cazotte. Le diable qui vient interroger chacun au plus intime de son être et lui dire, au fond, qu'évoye. Right, Kevoy, what is it you want? What do you really want? This was the question Lacan asked each person who came to see him at his now legendary office. For the history of Lacan begins in Paris with the history of number 5 rue de Lille. C'est le bureau de Jacques Lacan. C'est un bureau que j'ai très peu fréquenté puisque je suis sa fille, mais j'ai tenu à ce que ce bureau soit conservé. Non pas pour en faire un musée, mais parce que je pense que c'est un lieu qui a trop compté pour tous ceux qui y sont venus et qui a trop compté pour l'histoire de la psychanalyse et donc, je dirais, pour l'histoire universelle. Il faut bien dire que tout l'enseignement de Lacan vient de ce qu'il a entendu dans ce bureau.
Juste après la guerre, on vivait tous ici. Ma sœur dormait sur le divan parce qu'on était très nombreux dans la maison. L'appartement a 117 mètres carrés. Il y avait nous quatre, ma mère, mon père, Laurence et moi. Et puis, les maçons étaient là aussi. Ils sont rentrés d'Amérique et pendant quelque temps, donc, Laurence devait dormir sur ce divan qu'elle dégageait quand elle allait à l'école, et peut-être un peu plus tôt, parce que mon père commençait très tôt. À 7 h du matin, jusqu'à pas d'heure, avec Gloria, dont mon père considérait qu'elle faisait partie de sa pratique. Many of Lacan's patients, the analysants who visited his office, are still living. For this film, I met over a dozen of them. Because they had seen Lacan privately for years, sometime on a daily basis, I assumed their description of the man would be subjective, of course, but genuine. Well, after having compared their accounts, I, who was never in analysis with them, can draw at least one conclusion. Lacan was anything but a bureaucrat of the unconscious. Je ne savais pas quoi faire de moi dans l'existence. Panne, alors que, au contraire, s'ouvrait un éventail de possibilités variées, très contradictoires. Justement, ce qui manquait, c'était le désir pour unifier toutes ces contradictions. Je me suis dit, il faut que j'aille voir Lacan. Mais alors, autour de moi, on disait, mais c'est pas possible, il y a des files d'attente invraisemblables, de toute façon, il va pas te prendre. Je l'ai appelé et j'ai demandé à lui parler. Il m'a répondu. Je ne pensais pas que je pouvais comme ça lui parler aussi immédiatement. Je lui ai demandé un rendez-vous. Je lui ai dit, écoutez, docteur Lacan, je voudrais vous voir. Et il m'a dit, venez demain à 17 h. Voilà. Au départ, je voulais faire une analyse avec Anna Freud, donc je me suis mise à apprendre l'anglais. Parce que je connaissais que ça, je connaissais Freud et Anna Freud. Voilà. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée et arrivé à Nanterre, j'ai entendu parler de Jacques Lacan. J'étais persuadée que Lacan avait connu Freud, donc c'était le lien était là, quoi. Le lien à la psychanalyse était là, dans le fait d'avoir connu Freud. Or, en fait, il ne l'a pas connu, il ne l'a même pas rencontré. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Lacan la première fois que vous l'avez vu? Ah, une gentillesse extraordinaire. Une attention que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Quelqu'un d'attentif au-delà du courant. Une présence, voilà, une présence attentive. Tous les mots avaient un poids, avaient une importance considérable. Tous les mots qu'il prononçait ou qu'on prononçait soi-même? Que l'on prononçait soi-même, par son écoute. Même quand on parlait de choses tout à fait banales, des choses du quotidien, mais qui venaient là dans les séances, il avait une manière de les écouter en les reprenant, que ça en faisait comme des objets précieux à travailler. Et souvent, on a entendu dire que Lacan s'occupait à toute autre chose. Lacan s'occupait surtout à écouter celui qui lui parlait. Lacan savait les mots qui avaient compté pour quelqu'un et il savait les utiliser à bon escient. Ça faisait mouche. Quand il l'avait extrait de ce qu'on lui disait, un mot, une phrase, un souci de dire à chacun, ça c'est votre musique, ça c'est bien vous. Vraiment, vous y tenez. Ce genre de ponctuation touchait à chaque fois, en effet, un noyau tout à fait central et donnait l'idée qu'il avait enregistré. Are you Freudian or Lacanian? I am often asked. Invariably, I reply Lacanian and therefore Freudian. Lacan never met Freud, but of all the psychoanalysts, Freud was the one he read most studiously, book after book. Here's an example. The single most emblematic sentence of Lacan is, "The unconscious is structured like a language." Such a statement is the fulcrum of the Freudian discovery.
comment a-t-il fallu Freud pour que simplement il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voire les mots d'esprit, comme on déchiffre un message chiffré. Allez au texte de Freud, réparti dans 3 livres, qui s'appellent La science des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne, et ce qu'on a traduit le mot d'esprit, le Witz. Vous y lirez. Qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrage. Enriching and prolonging Freudian theory without ever seeking to go beyond it, Lacan also knew how to explain it clearly to his patients. À vous, à la première séance, qu'est-ce qu'il vous a dit de la psychanalyse? Il me dit, écoutez, on finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire. La psychanalyse, simplement, permet d'accélérer les choses. Vous obtenez des effets de style qui peuvent être intéressants. C'est la différence entre un long roman et une courte nouvelle. Je pense que la psychanalyse vous intéressera pour ça. Ça m'est resté, y compris le goût pour les courtes nouvelles. Faire une analyse avec Lacan, c'était donc gagner du temps pour vivre plus intensément sa propre vie? Alors ça, c'est incontestable. C'est même ça qui pourrait caractériser, je crois, pour chacun, ce que ça fait d'avoir fait une analyse. Et à tous les niveaux, simplement parce que ce désir qui nous habite, avec lequel on est plus ou moins fâché ou éloigné tant que les symptômes sont un peu trop présents. Une analyse, ça permet ça. Ça permet au fond d'éclairer un peu ce que sont les symptômes, de se délester de beaucoup de souffrances. Et du coup, qu'est-ce que ça libère? Ça libère le désir. Donc forcément, en effet, la vie. Et la vie à tous les niveaux. C'est vrai dans la vie amoureuse, c'est vrai par exemple pour une femme qui déciderait d'avoir des enfants, c'est vrai au niveau du travail. Moi il se trouve que par exemple j'ai toujours été une grande travailleuse, mais ça a décuplé mes forces au travail et avec un bonheur et une envie voilà, qui est là tout le temps. But make no mistake, being in analysis with Lacan was not a restful experience. One stretched out on his couch, but certainly not to relax. C'était difficile, Lacan. Il te prenait avec une main, mais il te... Bon, il me vient le nom en italien, il stratonava avec l'autre main. Stratonava, ça veut dire quoi? Il te tenait avec une main et avec l'autre, il te secouait comme un prunier. Mais il te tenait avec une main. Et ça, je ne pouvais pas le lâcher. Quand je l'ai rencontré, je savais qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Je ne veux pas dire de terrible, mais en tout cas, c'était un grand risque. D'ailleurs, il a fallu que j'aille faire des tours en Italie. Je suis revenue, et puis j'ai craqué. Mais je lui ai dit un jour, je lui ai dit, je vous aime, mais je vous déteste. Voilà. Il m'a dit, il faut bien commencer par quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, mais à l'époque de votre analyse, vous étiez prêtre. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Lacan? Il a provoqué une espèce de scission entre un idéal auquel j'étais né et j'avais tenu depuis que j'étais petit. Il faut penser que je suis entré au couvent que j'avais 10 ans et ordonné prêtre à 25. Il a fait une coupure entre cet idéal et ce qui m'était comme passion, comme ma passion. La psychanalyse vous a détaché de l'Église, elle vous a également détaché de Dieu? C'est bizarre, c'est resté la même chose. J'ai douté avant, je doute maintenant. Alors Lacan, il était du côté de la dureté ou de la douceur? Je retiendrai que la dureté était du côté de l'acte,
mais que la douceur faisait que l'on continuait son analyse. One day, when I wanted to interrupt my own analysis, I asked Lacan, why is it so difficult to bring one's unconscious to light? I can summarize what I remember of his answer as follows. The truth is always uncomfortable to bear, and occasionally psychoanalysis ultimately teaches us much about ourselves we would rather ignore. The closer we get to the truth of our story, the more eager we are to turn our back to it. He explained that it was for this reason that it always discouraged people who came to him simply to know themselves better. It is not enough. To stay in the course of psychoanalysis, the patient must have a problem, a handicap, an intrigue. He or she must aspire to change something crucial about his or her life. For the same reason, Lacan was never hypocritical, but it is because he was on the side of truth rather than hiding behind the mannerism of benevolence that he was able to show his humanity. Je viens d'Allemagne, je suis né en 38, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan, est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là? Et en le disant, j'ai compris non, que j'avais eu comme ça une idée, comme cette douleur-là, que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de, je sais pas, de me regarder sur moi, qui m'a fait saisir, non, ça, il faudra faire avec toute la vie. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Un rêve, et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris Gestapo, le geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. Il avait une façon d'attraper le symptôme et de l'interpréter qui faisait que, immédiatement, pour ceux qui entendaient, c'était comme un mot d'esprit, c'était comme un Witz. Et en tout cas, c'était vivant. Lively and let's add free, for in both his practice and his life, Lacan embodied a joyous liberty, in sharp contrast with the rigidity, formalism and sternness of his peers. And this is why, toppling the austere structure of psychoanalytic conformism, he made his office a volcanic vortex. Chaque analysant vient, il a l'heure précise de son rendez-vous. Mais une fois qu'il débarque, il ne sait jamais quand Lacan va le prendre. On rentre dans le salon et la bibliothèque sont pleines de monde. Et alors, d'un côté, les jeunes, plutôt intimidés, attendant leur séance, et puis ceux de la précédente génération, qui causent entre eux le plus normalement du monde. On se croirait vraiment dans le dernier salon où l'on cause. À la fois, il pouvait y avoir des moments dans lesquels tous les sièges étaient pris, et il y avait des moments et des heures où on était tout seul. Ce qui n'est pas du tout le même type de procédé que le faisait Freud, qui s'était inventé une technique à sa main, avec au contraire, c'était vraiment une personne dans la salle d'attente, une personne avec lui pendant 1 heure, une personne seule, et limitant au maximum les contacts, etc. C'était pas du tout ça, et ça réordonnait complètement les rapports de l'un et du multi. Sa pratique ne se limitait pas à son bureau, à son cabinet, enfin, à ce périmètre-là. Il avait une mobilité assez extraordinaire et de cette façon, il brisait tous les standards. Évidemment, quand Lacan rentre dans son bureau, il ferme la porte derrière lui. Mais très souvent, disons qu'il oublie de fermer la porte. Résultat,
tous ceux qui sont en attente entendent tout ce qui se dit. Et c'est là qu'on découvre, on réalise que là où chacun imagine le drame de son Oedipe, ça finit par devenir une rengaine ponctuée par les soupirs de Lacan, des soupirs à fond de l'âme. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs comme ça, plusieurs moments où je lui disais quelque chose et je lui laissais la porte ouverte, par exemple, alors que j'étais allongée sur le divan. Et je lui disais, écoutez, vous pouvez pas la fermer. Je m'a dit, oui, je vais la fermer. Il y a certainement un maniement de l'espace, disons du privé et du public, qui faisait tout de même que chez Lacan se brouillait l'espace privé, l'espace public. En même temps, il y avait le sentiment, il y avait une zone de très grande intimité, réservée, préservée. Il y a des choses que je n'ai jamais sues chez les gens que je croisais plusieurs fois par semaine chez Lacan. Et d'un autre côté, tout un espace où privé-public, des interpellations, des choses se déroulaient sur une scène, disons sur la scène du monde. Par exemple, ton père laissait le téléphone sonner dans son bureau? C'était le contact, je crois, avec le monde extérieur, qui n'était jamais interrompu, aussi attentif qu'ait pu être mon père en tant qu'analyste à chacun. Le monde existait encore. C'est un téléphone qui a toujours été par terre. Et une Américaine était venue consulter le docteur Lacan pour sa fille, et elle a tenu que ça n'était pas un analyste qu'elle venait voir, précisément parce que le téléphone était par terre et que l'ensemble des pièces qu'elle a pu voir n'était pas analogue à ce qu'elle imaginait d'un appartement d'un grand psychanalyste. What would the poor woman have said if she'd known Lacan abruptly ended his session without respecting any schedule? Les séances à durée variable, ce sont les seules qui peuvent attraper quelque chose d'un instant d'ouverture de l'inconscient. Quand l'analysant dit quelque chose qui n'entend pas ce qu'il dit et que l'analyste coupe là, évidemment, là, ça a un effet beaucoup plus intéressant que s'il s'aperçoit dans la séance de ce qu'il a dit là et qu'il va ensuite prendre tout le temps qui reste dans l'hypothèse d'un effet de séance chronométrée pour s'empresser de recouvrir tout ce qu'il a dit ou lui donner un système explicatif qui lui-même fera que ce qui a surgi à son insu sera totalement recouvert ou effacé. Deviating even further from Freudian orthodoxy about the length of a session, Lacan had no established fee schedule. He charged patients on a case-by-case basis. Comment le prix de vos séances a-t-il été fixé? Je lui ai expliqué qu'à l'époque, l'ordre religieux me donnait une certaine somme pour un mois. Et il m'a dit, eh bien, vous me donnez cette somme-là chaque séance. Je dois dire que c'était difficile. Au moment de prendre congé, il me demande un prix de séance. Jamais je n'avais eu autant d'argent sur moi. Alors j'étais complètement éberluée. Et il me dit très gentiment, « Oh, mais ça ne veut pas dire que je vous prendrai ce prix-là à chaque fois. » Lorsque je l'ai vu la première fois, il m'a dit, à la fin, donnez-moi telle somme. Une somme tombée à la renverse. Alors je lui dis, monsieur, je n'ai pas cette somme. Et il m'a dit, eh bien, donnez-moi ce que vous avez. Je lui ai donné ce que j'avais. Je lui ai tout donné, tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Et quand je suis retournée le voir, je lui ai dit, écoutez, c'est avec vous que je veux faire une analyse. C'est rien à faire, c'est avec vous. Mais voilà, je ne peux pas vous payer ce que vous me demandez.
Et là, il ne m'a pas dit « donnez-moi ce que vous avez ». Il m'a dit « donnez-moi ce que vous voulez ». Il paraît que pendant plus d'1 an, vous avez poursuivi votre analyse avec Lacan sans lui payer un seul centime. Absolument. Et vous aviez l'habitude d'aller avec quelle fréquence chez lui? Au début, j'allais 2 fois, puis c'était tous les jours, sauf le samedi. Et à la fin des séances, il vous demandait pas où vous en étiez? Enfin, rien du tout. Comment vous avez compris ça, que Lacan, qui était, raconte-t-on, tellement cher, ait pu... Mais c'était sa réputation, comme quoi Lacan était un homme qui aimait beaucoup l'argent. Et là, l'exemple qui m'est arrivé à moi me prouvait qu'il fonctionnait comme analyste. J'étais là, je faisais mon analyse, il voyait bien que je jouais à quoi que ce soit, ce qui fait qu'il m'a laissé faire. Il a su attendre. Il a su attendre et être patient. Il a donc attendu que vous puissiez gagner votre vie pour le payer. Exact. Chez lui, cette façon dont l'argent ne correspond absolument pas aux valeurs, ou tout au simagré, au rituel petit bourgeois, frappait énormément. Il prenait de l'argent, il le prenait dans votre poche, il allait regarder, qu'est-ce que vous allez me donner aujourd'hui, oh, vous allez bien me donner un petit quelque chose, et ensuite fouiller dans votre porte-monnaie. Enfin, on ne fait pas ces choses-là. Parce qu'on ne comporte pas comme ça. Ou bien le mettant ensuite dans son tiroir, chez lui, avec des billets qui s'accumulaient, donc visiblement il ne savait pas combien il y en avait, c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait à l'occasion où Gloria venait, prenait ce qu'il y avait dedans. C'était d'autres qui s'en faisaient. Pour lui, l'intérêt majeur, c'est celui de la psychanalyse. Et d'intéresser chacun de ceux qui venaient le voir à une dimension d'un intérêt au-delà de ce qui étaient ses intérêts évidents. Numerous patients, interminable waiting, short session, exorbitant prices, the rumors gradually became a myth about Lacan, who by the late 50s had acquired a reputation for heresy. Actually, nonconformism had been second nature to Lacan since the 30s. At that time, he was studying the case of the patient named Aimé, subverting official psychiatry by contradicting the dogma at every turn. Quand lui, il va publier le cas Aimé, il vient tout à fait en rupture avec ce que font les maîtres qui sont les siens à cette époque-là. Les maîtres de l'époque, ce qu'ils veulent, c'est décrire une symptomatologie à laquelle ils vont attacher leur nom. Et donc, il leur faut en effet un nombre important de cas, comme si, en effet, le nombre venait confirmer. Et Lacan prend le contre-pied tout à fait de ça. Lacan veut montrer qu'avec un cas approfondi, on peut dire beaucoup plus de choses qu'avec ce qui était aussi à l'époque ajouter les cas les uns à la suite des autres, comme c'est aussi aujourd'hui la loi du nombre qui dirait quelque chose des patients. La loi du nombre dit peut-être quelque chose d'une maladie, elle ne dit rien d'un patient, elle ne dit rien d'un sujet. Ce que Lacan a introduit, c'est tout de même la singularité du sujet, le un par un. By opposing the tyranny of the majority, by refusing to behave like a doctor, when faced with suffering, Lacan was bound to cause a scandal. Imagine any other therapist making this incredible statement. For many people, the symptom is the realest thing they have. Yes, the symptom, our handicap, what other people call our disorder, what medicine offers to cure us of, and say no more about it. Well, let us talk about the symptom, said Lacan. Let us listen carefully to what the symptom says, not to accept it, but to tame and transform it. Believe me, Lacan was a challenge to every doctor he ever met. De rencontrer Lacan et de faire une analyse avec lui, est-ce que ça a fondamentalement changé votre regard de médecin? Oui, parce que je suis devenu incapable de pratiquer la médecine. Incontestablement, l'expérience analytique a contribué à me défaire de cette position de savoir et de maître qui était celle qui me convenait très bien quand j'étais un jeune médecin. Je me souviens très bien d'ailleurs comment on m'a enseigné la médecine. On me l'a enseigné très bien. Au début, quand je faisais mes premières observations médicales, c'était dans un service de neurologie, on faisait de très très longs examens, la moyenne était d'1 heure, et on apprenait à mettre strictement entre parenthèses tout ce qui était personnel, tout ce qui concernait
les petites anecdotes, les petits faits personnels du patient, pour ne retenir que ce qui était strictement objectivable, mesurable, vérifiable. Et ça a été un apprentissage qui s'est fait au fur et à mesure. Et c'est toute cette part singulière, personnelle, individuelle, qui s'est trouvée révélée le jour où j'ai pénétré dans le cabinet du docteur Lacan. Freud had discovered psychoanalysis by studying hysteria, in other words, neurosis. Lacan was aware how much he owed psychosis or madness. For that reason, although it is a little-known fact about him, he continued to visit psychiatric hospitals regularly to interview patients within the framework of what was called his patient presentation. He never failed to surprise the young psychiatrists who hosted him. Alors, j'ai retrouvé quelques notes griffonnées à l'époque, et au fond, c'était... je l'ai accueilli lors de sa venue à la présentation. Habituellement, c'était pas l'interne qui l'accueillait, mais ce jour-là, on m'avait demandé de le faire. Et je ne l'avais jamais rencontré personnellement, et au fond, ça a été une surprise immédiate. Parce qu'il est arrivé, en montant le perron qui menait au bâtiment où se déroulait la présentation, en me faisant un sourire immense, plus immense que son visage, et comme s'il retrouvait une vieille connaissance très chère. Et je dois dire que c'était vraiment tout à fait surprenant. Et j'avais noté suavement galant, doucereusement agréable, outrageusement courtois, abusivement souriant, terriblement cinglant et malicieusement perçant toujours. A few seconds later, the very same man, facing the patient, changed completely, bringing nothing less than psychoanalytic attention into the asylum. Pour lui, c'était un moment tout à fait important. Un moment, au fond, où il se laissait enseigner par la personne qu'on lui présentait. Donc, et il voulait enseigner aussi l'auditoire. Donc il était extraordinairement attentif à laisser se déployer la parole dans sa singularité, dégagée de tout syndrome morbide, comme on dit. La perspective de sa présentation était une position subversive par rapport à la tradition des présentations de malades, des médecins ou des psychiatres, où au fond on tentait plutôt de démontrer que telle personne entrait dans tel cadre clinique déjà préétabli, alors que Lacan voulait au contraire entendre tout le sel d'une expérience singulière. Unfortunately, subversion is by definition disliked. Although Lacan's colleagues, psychiatrists or not, enjoy his talents as a narrator, they nevertheless ruthlessly rejected him. Lacan simply treated his pariah status as an opportunity for a new start. The École Normale Supérieure offered him to let him create his own school of psychoanalysis. Lacan avait été expulsé des écoles dans lesquelles il se trouvait auparavant. Il se retrouvait, comme il le disait lui-même, excommunié, et par l'intermédiaire d'Althusser, il avait pu trouver asile à l'école normale, dans la salle de théâtre de l'école normale. Having been banished, Lacan found a much broader audience. He literally stunned the most brilliant young intellectuals of the time, despite the plethora of masters available to them. Nous pouvions à la fois entendre, discuter avec Michel Foucault, qui venait de publier l'Histoire de la folie. Il y avait à côté Roland Barthes, qui enseignait à l'école des hautes études, Georges Dumézil, qui, du côté de l'histoire des religions, nous apprenait à découvrir les vertus du structuralisme dans un champ tout différent de celui où il s'était imposé d'abord, c'est-à-dire dans la linguistique saussurienne. Il y avait Lévi-Strauss au Collège de France. Derrida est devenu répétiteur doublant en même temps Althusser. J'oubliais évidemment celui qui était le maître de Michel Foucault et que admirait aussi beaucoup Jacques Lacan, Georges Canguilhem. La première fois que j'ai vu Lacan, si on peut dire, je l'ai en même temps entendu, et il faisait l'un des séminaires les plus brillants qu'il ait fait, et c'est un des textes les plus forts, les plus retentissants, les plus inouïs, et donc
on regardait ça. Je dois dire que nous n'avions pas tout à fait l'habitude, même en philosophie, d'avoir des choses aussi denses, aussi souveraines et aussi brillantes. Ça m'a paru une insolence extraordinaire. Parler comme il écrivait. Ça me paraissait d'une insolence extraordinaire, au double sens d'insolence, c'est-à-dire à la fois insolent au sens classique et puis inhabituel. J'attendais d'être surpris, que je ne puisse pas prévoir en quelque sorte la note qui viendrait après. Comme dans, vous savez, dans une pièce de piano ou de musique en général m'intéresse quand je ne peux pas prévoir la note qui vient après. Et là, c'est ce sentiment que j'ai eu très tôt, dès la première conférence, et j'étais traversé d'une sorte de jubilation. There is no sexual rapport. Woman doesn't exist. Lacan followers noted his slogans like so many passwords. Mais au final, dans son enseignement, Lacan était clair ou obscur? Ce qu'on appelle les écrivains clairs, généralement, peu importe les exemples, ce sont des écrivains clairs localement. On prend une phrase et c'est clair. Chez Lacan, la clarté est une clarté en réseau, ce qui, du point de vue du lecteur, signifie que c'est une clarté en parcours. Il faut parcourir le réseau, et comme ça n'est pas un seul réseau, mais plusieurs réseaux, tous les parcours ne produisent pas les mêmes lumières. La psychanalyse, dans les mœurs ou dans les idées, on parlait de l'inconscient, de la sexualité, du rêve, un point c'est tout. Lui, c'est quand même quelqu'un qui parlait de tout. Je veux dire, ça allait de Marx à Platon, les philosophes avaient une grande importance, ils pouvaient faire des grandes leçons sur le théâtre. Comme ils connaissaient le chinois, ils pouvaient commenter un texte en chinois écrit au tableau. Ensuite, il y a eu les exercices très difficiles d'algèbre ou de topologie. Et par conséquent, c'était une ampleur de savoir tout à fait extraordinaire. For that too was a Lacanian threat. Far from being a prisoner of the discourse of his profession, he impregnated his writing with discourses far removed from the psychoanalytical, gleaning insight from the many ramifications he was able to explore. Friendship with Maurice Merleau-Ponty or Martin Heidegger, photographed here at Guitrancourt, where Lacan spent every weekend. Friendship with Michel Léris or Jean-Paul Sartre, who, it was recently learned, suffered from hallucination and attempted to be analyzed by him. Friendship with artists as well, especially stage actors. Il allait au théâtre, il avait fait sur le théâtre un grand nombre de séminaires formidables, ça allait de Sophocle à Claudel, à Genet, etc. Il avait épousé une actrice que nous connaissions bien. J'ai très bien connu Sylvia Bataille, elle venait voir les spectacles. J'ai travaillé avec Chéreau à ce moment-là, elle venait tout voir à Lyon-Villeurbanne. Maman était effectivement actrice de cinéma et elle était absolument adulée par énormément de monde au moment où mon père l'a connue. C'était certainement quelque chose qui apprenait beaucoup de choses à mon père que d'entendre ma mère parler de ce que c'est qu'être acteur. The 1960s were a turning point in Lacan's life. It was then that his seminar, which had begun as a gathering of 20 people in his apartment, grew to its full amplitude at the École Normale Supérieure. From then on, everyone could come and listen to what Lacan wanted to teach. Cet auditoire était extrêmement bigarré. Se retrouvaient à la fois là des psychiatres, des mathématiciens, des historiens, des sociologues, des philosophes, des économistes, enfin des gens venant d'horizons extrêmement divers que Lacan avait pêchés. Il les avait entraînés dans quelque chose qui était un rendez-vous générationnel, mais d'une génération qui défie la chronologie. On ne savait pas ce qu'on allait trouver ce jour-là quand on venait au cours de Lacan. On ne savait pas ce qu'on allait entendre. Et d'ailleurs, à la sortie, chacun avait entendu des choses extrêmement diverses. Chacun était persuadé d'ailleurs que Lacan lui avait dit quelque chose à lui de particulier dans le séminaire, quelque chose avait vibré, enfin c'était très drôle. Le débriefing du séminaire qui avait lieu au bistrot après permettait de voir que justement, Lacan se situait dans un registre de la langue, dans l'équivoque,
qui faisait que ça résonnait pour chacun de façon extrêmement particulière. It was in that school that Lacan met my brother Jacques Alain, of whom he said soon, "At least one person knows how to read me." He decided to entrust him with transcribing the seminar and gradually made him his moral heir. Jacques Alain a succédé à plusieurs personnes qui ont essayé d'établir le séminaire, et c'était pour mon père à chaque fois la catastrophe. C'était pas ça qu'il voulait. Moi, ce dont je me souviens, c'est que quand Jacques Alain lui a dit « je peux faire vos séminaires », il lui en a présenté un, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. C'était la joie pour mon père et vraiment un soulagement extraordinaire. Et d'ailleurs, tout de suite, mon père a dit « vous allez les faire tous ». Le travail de Jacques Alain, pour mon père, était réjouissant, satisfaisant et auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Lacan's relief is easy to understand. Transforming such complex thinking from the spoken to the written word was a huge endeavor, requiring rethinking as well as rewriting. Lacan asked his publisher, Le Seuil, to draft a contract crediting Jacques Alain as his co-author. The decision bore fruit. The seminar has been translated worldwide and is considered one of the major works of the 20th century. It resulted in an amazing success. Those who never knew Lacan can hear him. J'avais l'impression, en lisant les séminaires, d'entendre sa voix. Voilà, j'avais l'impression d'être en présence de quelqu'un. C'est complètement différent de la lecture d'un texte philosophique, justement, où là, on sent quand même qu'on se plonge dans le passé, on a du mal quand même à faire revivre la voix de Kant, la voix de Hegel. Alors là, c'est vrai qu'avec Lacan, on sent quelque chose qui n'est pas clos. Chaque leçon, où il nous laisse comme ça un peu sur notre faim, où on se dit, bon, là, il faut la leçon suivante, et puis encore la suivante, et encore la suivante. Donc voilà, quelque chose de très vivant qui mettait en mouvement aussi quelque chose en moi. Lire, en fait, le séminaire, c'est pas du tout la même chose que lire un texte théorique, philosophique, ou même un texte théorique psychanalytique. To read, hear, and even see Lacan, because in 1973, at the age of 72, he agreed for the first and only time in his life to let French television film him. The cameraman was a young fellow who, a few years later, would become one of French cinema's most respected directors. Pour vous, filmer Lacan, c'était une expérience singulière ? Pour moi, c'était un acteur prodigieux parce que c'était un interprète au sens fort. Et là, en plus, il interprétait sa propre parole, son propre discours. Et interprétation, du coup, s'entend évidemment dans tous les sens qu'on voudra. Il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps, ce qu'on appelle mon séminaire. Vraiment, pas de différence ? Dans les deux cas, il s'agit d'un regard. Qu'on ne croit pas pour autant que je parle à la cantonade, c'est le cas de le dire. Seeing the finished film, the television's executive were aghast. Understanding absolutely nothing of the subject, they categorically refused to greenlight the broadcast. I suppose any reasonable person would have complained about the verdict, but accepted it. Not Lacan, who knew nothing about television, but everything about his principle, never betray your desire. Lacan, lui, c'était là, maintenant. Ce qu'on avait dit, ça devait se faire comme ça, et pas autrement. Et il est rentré en guerre. C'était tous azimuts, aussi bien les sous-fifres de la télé qui l'appelaient en leur donnant des ordres par téléphone qui étaient absolument incontournables, et tous les importants, entre guillemets, il y en avait quelques-uns qui pouvaient avoir eu affaire à lui d'une façon ou d'une autre sur le divan ou ailleurs, tous ont été requis. Les coups de fil du docteur, les interventions, les lettres, les mots, les petites menaces comme ça envoyées ici ou là, enfin, ça a fini par produire un effet de rumeur qui s'est précisé de plus en plus, au point que Lacan
lui, a senti que non seulement ça passerait, mais que ça passerait à l'heure la plus improbable pour ces gens-là, et qu'il l'exigerait, et que ça marcherait. L'heure la plus improbable, c'était quelle heure, donc 20h30, le samedi soir, 2 samedis soirs de suite, ouais, à 20h30, à l'heure de la plus grande écoute sur la chaîne 1. C'est stupéfiant. As I was saying, what an odd fellow this Lacan, animated by a desire that kept him constantly on the move, like in Brassai's famous photo, or in Picasso's studio beside Albert Camus or Simone de Beauvoir. He never sat still. Shortly before he died, he told his students in Caracas, "Be Lacanian if you like, I'm Freudian." For though he gave birth to the most important psychoanalytic movement since Freud, he never identified with himself, continuing to think of himself as a lone eccentric. Actually, nothing says more about who Lacan was than the choices he made during World War II. Not only did he hide members of the underground or scrupulously refrain from publishing, but when the Nazi-occupied Paris and Vichy imposed the Yellow Star, he gave his daughter the name of a Jewish heroine, Judith. Il m'a appelée Judith. Je suis née en 1941 et ça a été certainement d'un très grand poids dans ma vie. C'était quand même quelqu'un de très optimiste. Et en tout cas qui a cru à la résistance et qui a résisté. Venice, spring 2011, 30 years after Lacan's death. Freud also loved the city. He said the stones speak. Strolling on the Grand Canal, the film almost finished, searching my memory for other images of Lacan, I wondered, why did he speak to us so little of himself over the years we spent on familiar terms with him? Why did he tell us so few stories? And returning to Paris, I went to see my brother Jacques Alain, thanks to whom, after all, I had known Lacan and Judith and the Rue de Lille and psychoanalysis. Quand je l'ai connu, toi un peu plus tard, c'était un homme qui approchait des 70 ans. Donc il y avait, il était en rapport avec, nous l'avons connu, en rapport avec la fin de sa vie. Et décidé à vivre jusqu'à la dernière seconde. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait eu moins de nostalgie que Lacan. Et il ne racontait jamais un souvenir. Il parlait même quasiment jamais du passé. Je l'ai connu en janvier 1964. Il avait eu des déboires historiques avec ses collègues dans les 3 mois qui avaient précédé. Et il m'en a jamais décroché une sur cette période. Des 16 années où je l'ai connu, j'ai dû lui poser 3 ou 4 questions sur sa vie passée auxquelles il a répondu. Pour le reste, c'était sans intérêt pour lui. Il était dans le moment présent et une petite anticipation. Il ne se préoccupait donc pas de la postérité? Les gens, pour lui, ça n'existait qu'un par un. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été si réticent pendant 20 ans à publier son séminaire. Il voulait avoir les gens devant lui, voir comment ils réagissaient, ce qu'ils allaient lui dire après, dialoguer avec eux. Et l'idée de s'adresser à la masse, au monde, voire à la postérité, ça lui était parfaitement étranger. La postérité, c'est une abstraction. Et c'était une abstraction pour Lacan. J'aurais pu m'en souvenir, mais je préfère le lire. Bon, parce que c'est dans l'esprit de Lacan, c'est un petit poème de Raymond Queneau, qui est tout à fait, Lacan le cite souvent, Queneau, et c'est tout à fait dans le même esprit. Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité, Fichtre, la belle idée, je me sens sûr de moi,
j'y vais. Et à la postérité, j'ai dit merde, et remerde, et re-remerde. Drôlement feinté la postérité qui attendait son poème. Ah, mais... Bon. Eh bien, ça c'est l'acadien.